sommes le dimanche 7 novembre de l'année 2021, premier dimanche de ce nouveau mois, de ce 11e mois de cette année qui va progressivement à sa fin. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir sur cette grande tribune du débriefing de l'actualité nationale de la semaine. Nous en avons, comme vous le savez, pour 5 heures d'horloge. Et la première escale de ce rendez-vous politique dominical, c'est l'actu en 7 qui nous est présenté comme d'habitude par Mathieu Boko qui est en plateau avec moi. Mathieu, bonjour. Bonjour Gilles Christ, bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Et j'espère que le dimanche démarre bien. Super bien. Voilà. Et comme d'habitude, nous allons passer en revue tout à l'heure les grands sujets qui ont fait l'actualité de cette semaine. Évidemment. On va parler donc de l'université de vacances organisée par le Parti du Renouveau démocratique le week-end passé. Nous parlerons aussi du vote du 5e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou. On va revenir un peu sur cette obligation indirecte de tous les citoyens, d'ailleurs cette obligation de tous les citoyens de se faire vacciner avant de bénéficier des services de l'administration publique. Et puis on parlera sport avec la convocation de 25 joueurs par le sélectionneur de l'équipe nationale de football pour les prochains matchs entrant dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Voilà donc le menu de l'actu en 7. Et juste après, nous aurons l'entretien du dimanche, l'entretien qui est à suivre à partir de 10h sur nos antennes avec, bien sûr, aux commandes, François-Xavier Noumon qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Gilles Christ, bonjour à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs. Voilà, à 10h donc, nous allons donner la parole à un invité comme chaque dimanche pour un grand oral. Et aujourd'hui, on va parler peut-être des actions du préfet du département du littoral. Disons que les actions du préfet, en tout cas sa lutte récente contre, disons, les maisons de... Les maisons de joie, on va dire. Les maisons de joie. C'est bien dit. Mais ce n'est pas son action qui est en question, mais nous allons prendre son action comme prétexte pour parler un peu de la prostitution, mais surtout de nos mœurs et jusqu'où l'État peut aller pour réguler nos libertés individuelles, en tout cas nos mœurs. Est-ce qu'il y a une limite à l'intervention, l'intrusion de l'État dans ce que nous faisons au quotidien, et surtout que aujourd'hui des juristes ont avancé que ni la prostitution ni le racolage ne sont interdits en République du Bénin. Donc là, pour cet exercice, vous avez rendez-vous avec un sociologue. Un sociologue, parce que par essence, ce sont eux qui connaissent très bien nos us et coutumes, qui nous analysent tous les jours. Nous allons essayer d'en discuter avec lui pour voir, en tout cas, quelle est d'abord la nature du phénomène et après, quels sont les degrés de liberté que l'État peut se permettre pour essayer, un tant soit peu, de réguler nos attitudes au quotidien. Est-ce que l'État est le garant du bien? Est-ce que c'est son rôle d'être garant du bien et du mal? Et voilà, voilà un peu le socle de notre entretien tout à l'heure. Très bien, c'est à suivre donc à partir de 10h et en direct sur nos antennes. Et juste après, nous aurons la revue de presse hebdomadaire. Puis, ce sera le duel à partir de 11h30. Nous allons passer au peigne fin de grands sujets de l'actualité. D'abord, le concept du hautement social, dont le PRD a fait cas à l'occasion de son université de vacances. Le PRD qui estimait d'ailleurs que bon nombre de concitoyens ne comprennent toujours pas ce qu'on met dans le hautement social. Et nous allons donner la parole à 2 protagonistes pour qu'ils nous disent de leur côté ce qu'ils en pensent effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut commencer déjà à sentir le hautement social ou doit-on toujours attendre? Est-ce que les concitoyens maîtrisent les contours de ce concept tel que dit par le président de la République le 23 mai passé à l'occasion de sa prestation de serment? La question sera posée à nos invités et puis on parlera aussi de la nomination de quelques expatriés à la tête de certaines structures de l'administration publique. Le dernier cas en date, c'est à la douane béninoise. On va aussi donner la parole à nos invités pour leur demander est-ce que c'est parce que le gouvernement cherche toujours l'efficacité ou est-ce un désaveu des cadres locaux? On va leur poser la question et justement parlant de nos invités, il s'agit de Lukman Tidjani qui est acteur politique de la majorité présidentielle. Il sera en face de Mohamed Liamidi qui lui
membre d'un parti politique de l'opposition, entendait restaurer la confiance RLC. Et juste après, à 12h30, nous aurons l'hebdo des éditorialistes, nos confrères qui auront la parole pour débriefer à leur manière l'actualité de cette semaine avec Théodule Moussa. Bonjour Théodule. Oui, bonjour Gilles Chris, bonjour le plateau, bonjour à tous ceux qui nous suivent un peu partout à travers le monde. Et comme d'habitude, les confrères auront la parole. Bien évidemment, comme vous l'avez dit, le rendez-vous est pris pour 12h30 où nous avons 3 de nos collègues qui ont eu à traiter d'une manière ou d'une autre l'actualité tout au long de cette semaine. Eh bien, ils ont accepté de venir décortiquer, faire les analyses à leur convenance, à leur manière, de leur point de vue, l'actualité. Et puis, nous aurons le temps d'en débattre, d'en discuter jusqu'à 13h30. Et justement, parlant de 13h30, c'est l'heure où nous aurons donc les informations de la mi-journée telles que présentées par le service de l'information de votre chaîne partenaire. Et nous allons nous retrouver juste après, autour de 13h50, pour débriefer cette matinée politique qui va prendre fin exactement à 14h. Et vous le savez, chaque dimanche à 20h, c'est le rendez-vous ultime du décryptage des grands sujets de l'actualité de la semaine. L'émission s'appelle Le Décryptage, où nous donnons la parole à notre consultant politique maison, Agapit Napoléon Maforican, avec qui nous allons passer en revue les grands sujets de l'actualité de cette semaine, pour clore cette semaine justement. Et maintenant, comme vous le savez, vous pouvez intervenir sur cette tribune avec notre numéro WhatsApp qui va s'afficher sur votre écran. Vous pouvez nous envoyer des avis sur l'un ou l'autre des sujets que nous allons traiter tout au long de nos différents rendez-vous à l'occasion de ce programme dominical. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos canaux digitaux Facebook, YouTube et sans oublier notre application e-Télé-Bénin. Voilà donc ce qu'il en est pour ce rendez-vous. On démarre par la première rubrique, l'actu en 7. Et puis la première escale, c'est l'actu en 7, comme on l'a dit, c'est avec Mathieu Bocor. Mathieu, on démarre avec le parti du Renouveau démocratique qui était week-end dernier en université de vacances. Maître Adrien Humbedji et les militants du parti Arc-en-Ciel se sont appropriés donc ce concept du hautement social qui est le principal pilier du second mandat du président Patrice Talon. Effectivement, les fondements du social exposés au cours de cette université, mais la question que beaucoup se posent, cette sortie est-elle opportune quand on connaît aujourd'hui l'environnement politique au Bénin? On suit cet élément. Le PRD en université de vacances ce samedi 30 octobre 2021. Les membres du Parti du Renouveau démocratique se sont mieux appropriés sur le hautement social. L'objectif du président Adrien Humbedji pour cette 11e édition est de revenir sur les fondements du social, principal pilier du second mandat du président Patrice Talon. Si on s'accorde presque unanimement à reconnaître les prouesses accomplies pendant le quinquennat 2021-2025 en matière de réforme et de gouvernance, en matière d'infrastructure, en matière d'extension de réseaux d'électricité et d'eau, un certain nombre de nos compatriotes demeurent sur leur faim lorsqu'on aborde le volet social de l'action du gouvernement. Le but de cette UV est donc de contribuer à combler cette attente en portant à la connaissance de nos militants et de la population ce qui a déjà été fait, ce qui se fait et ce qui se prépare pour les prochaines années. Une manière pour le PRD de s'impliquer activement et d'agir pour la réussite du mandat. C'est ce que j'ai dit ici, je le dis, c'est ce que j'ai toujours répété, que tous les partis politiques soutenant l'action du gouvernement doivent pouvoir chaque fois monter au créneau pour mettre en lumière toutes les actions posées par le gouvernement, dont ils sont le soutien, et dire ce qui est amélioré. On n'a pas besoin d'une université de vacances pour le faire. Ça veut dire que si on finit, il faut attendre la prochaine université de vacances de 2022. Non, je crois que chaque fois que le chef de l'État pose, ça encourage le chef de l'État. On n'a pas besoin d'une université de vacances, mais de façon cyclique. Peut-être tous les 3 mois, le PD peut décider de faire une sortie à travers son bureau exécutif national pour dire par rapport aux actions menées par le chef de l'État, voilà ce qui est bien fait, voilà ce qui doit être amélioré. Attention. Le PRD, au vu de ces résultats,
et sachant pertinemment qu'elle a un défi à relever, peut ressurgir. Et c'est en cela que le peuple doit aller chercher justement les voies et moyens pour sa survie politique. Et je suis persuadé, connaissant Adrien Mbedji et toute l'intelligentsia qui accompagne ce parti, notamment tous ceux qui composent ce parti, ils nous donneront justement de bonnes raisons de croire en leur bonne volonté de survie, soit en s'arrimant à un courant politique, soit en allant justement en toute autonomie pour braver les élections législatives de 2023. C'est aussi une occasion de renouveler au chef de l'État et à son gouvernement leur soutien total en vue de la réussite de son quinquennat 2021-2026. Combien de partis en ont fait cette année-ci? Très peu, sinon pas du tout. Et pourtant, l'année dernière, ils étaient nombreux parce qu'il y avait eu des chances électorales. Donc, c'est pour dire que c'est pas que l'opposition qui était, c'est tous les partis politiques qui ont l'air d'être tétanisés, hein, qui sont dans un mutisme quand même totalement désolant, déroutant, et qui les inhibent totalement. Ils font croire, comme beaucoup l'ont dit, que finalement, le seul acteur politique au pays aujourd'hui, c'est le parti Salon. Qui croient que eux-mêmes ils perdent leur pédale alors qu'ils sont appelés à animer la vie politique. Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas d'initiative qui vient du chef de l'État ou du gouvernement, les partis politiques sont absents. Et même l'université de vacances, ils ne sont pas en mesure de l'organiser. Comme je le dis, je regarde, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait, mais l'année dernière, ils étaient tellement nombreux. Donc, il faut saluer le PRD. Il faut saluer le Parti du Renouveau démocratique qu'il a fait, qui se maintient tout au moins à ce niveau donc d'animation de la vie du parti. On peut dire que le PRD fait de la résistance, c'est vrai. Hein, il s'accroche à son passé, mais il maintient ses valeurs. Il maintient ses valeurs. Ça, il faudrait déjà saluer le parti à ce niveau-là. Il faudrait parler de un peu médiatisé. Oui, Covid oblige. Et ça a été en partie en visioconférence. On a lu donc. Ouais, le parti a assumé cette année encore, c'est son actif. Cette université de vacances qui a sa 11e édition et le concept du hautement social a été le menu de ces différents échanges avec les militants. Voilà, justement, à l'occasion de ce rendez-vous, les membres du PRD ont estimé que les concitoyens ne comprenaient pas vraiment le concept du hautement social. Ils ont même fait appel au secrétaire général adjoint porte-parole du gouvernement, Wilfried Liandongbedji, à certaines autorités gouvernementales pour venir éclairer les militants sur ce concept. Teddy Louronsa, est-ce que ça peut participer à une certaine politique de pédagogie davantage dans la communication sur le hautement social? Je dirais oui, surtout quand on connaît le PRD avec sa méthode de pédagogie depuis toujours. Le consultant l'a d'ailleurs dit, chaque fois au rendez-vous, je crois même ce qui a été fait cette année n'a pas été à la hauteur de ce que le PRD faisait. Le contexte a changé, le contexte politique et tout a changé. Donc, les choses évoluent. Ce parti est confronté à beaucoup d'autres réalités auxquelles il fait face. Et donc, cette pédagogie, et je pense qu'elle est la bienvenue. Parce que ça va aussi aider le gouvernement d'une manière ou d'une autre. Absolument. Quand on parle du hautement social, disons-nous la vérité, beaucoup n'ont pas compris encore tous les contours de ce hautement social. Les gens pensent que c'est-à-dire on serait encore dans les réalités du passé. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas compris tout ce qui. Et donc, en optant pour cette appropriation du concept du hautement social, eh bien, je crois que le PRD est resté dans sa logique. C'est-à-dire d'abord les militants, d'abord le social, d'abord l'humanité, l'homme, c'est au cœur de toutes ces actions. Et donc, si les Béninois que nous sommes, militants du PRD, ils comprennent
les contours du hautement social, eh bien, je crois que beaucoup de choses vont changer. La mentalité va changer, la manière de faire les choses, de voir les choses vont changer et le gouvernement serait mieux compris. Et donc pour moi, c'est une bonne option. Et voilà, ça aurait été les autres, je dirais, vacances, université de vacances, c'était plusieurs thématiques avec assez de communication, de tapage médiatique. Mais aujourd'hui, on a été soft, on a démontré une fois encore qu'on tient à ses valeurs, quoi qu'on dise. Alors, François Xavier Noumon, c'est que dans un passé très récent, le parti du Renouveau démocratique, même s'il soutenait, il disait soutenir les actions du président de la République, ne faisait pas vraiment grand-chose pour se faire voir dans ce sens. On se souvient, et en 2019, dans l'entretien, je recevais un cadre du parti du Renouveau démocratique dont je voudrais bien taire le nom, mais qui avait un langage beaucoup plus incisif que le langage des autres partis de la majorité présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, l'entrée du PRD au gouvernement a quelque peu adouci leur position vis-à-vis du régime de Patrice Talon? Non, pas forcément. Je pense que contrairement à ce qu'on peut penser, ils ont toujours été sur la même ligne. Rappelez-vous les élections communales. C'est le seul parti qui a fait campagne sur le programme d'action du gouvernement. Les gens ont tendance à l'oublier. Même au présidentiel, c'est le seul parti sur les affiches de soutien du PRD. Tout ce qu'on voyait, c'était le programme d'action du gouvernement. C'était le seul parti de la mouvance présidentielle à faire campagne exclusivement sur le programme d'action du gouvernement. Et même les temps d'antenne accordé à ce parti pour les élections communales, c'était exclusivement sur le programme d'action du gouvernement. Donc, dans le fait de l'action, en être autrement. Oui, mais en fait, je veux dire, aucun parti de la mouvance n'a fait la pédagogie de l'action du gouvernement que le PRD, surtout au moment des échéances électorales. Et je pense que l'université d'été, je pense qu'il déjà il faut les féliciter pour cela, la 11e édition. Je pense qu'il n'y a aucun parti qui ne respecte autant cette tradition, cette exigence que le parti du Renouveau démocratique de Maître Adrien Ongwedji. Ils ont voulu, encore une fois, je vais dire, outiller leurs militants face à ce hautement social. Oui. Mais en même temps, c'est une demande d'action au gouvernement. Parce que si vous lisez les recommandations, l'une des recommandations dit, recommande au gouvernement de poser des actions en vue de, d'améliorer ou de matérialiser un peu ce hautement social qui est le pilier, comme vous l'avez dit, du second mandat. Donc il y a une attente, une exigence qui est globalement très bien formulée, très bien emballée. Et d'ailleurs, ils ne se sont pas trompés sur le processus. Le porte-parole, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement a été invité pour plancher ce sujet. Le ministre des Affaires sociales, Véronique Taillefer-Fodé, a planché sur ce sujet dans le cadre d'une université de vacances où il y a discussion, débat. En fait, c'est le lieu pour le faire, puisque ce n'est pas un congrès du parti, c'est le lieu pour le faire. Donc je pense qu'ils sont non seulement, la chose la plus importante, c'est qu'ils réaffirment leur soutien actif au président de la République et à son gouvernement, à l'action de Patrice Talon. Oui. Et ils donnent les moyens à leurs militants de pouvoir défendre le bilan et l'action de leur champion. Donc je pense qu'il n'y a rien de plus logique. Je pose la question parce qu'ils ont toujours dit qu'ils défendaient ou qu'ils soutenaient l'action gouvernementale. Mais vous vous souvenez qu'après les communales de 2020, lorsqu'ils se sont retrouvés pour faire le bilan, je ne sais pas si c'était un conseil national ou un congrès ou une université de vacances, Maître Adrien Ongwedji parlait de détracteurs du PRD, que les détracteurs se rendront compte que le PRD sera dans une certaine remontada, qu'ils vont renaître de leur sang. Oui, parce qu'on leur reprochait. Non, en fait, très concrètement, c'est comme s'ils étaient frustrés de n'avoir pas réussi à avoir les 10%. C'est sur ce terrain-là qu'on les attendait, que l'opinion publique les attendait pour voir où est-ce qu'ils allaient. Du coup, on lisait une certaine frustration, une certaine remontée vis-à-vis je pense que c'était un langage de défi, c'est-à-dire que le PRD, beaucoup se moquaient du PRD simplement parce que le PRD a soutenu. N'oubliez pas que c'est sous Maître Adrien Ongwedji que le nouveau code a été, le code électoral, des partis politiques a été voté. En 2018. N'oubliez pas l'échange épique entre
comment il s'appelle, restaurer, non. Guy Mitokpe, c'est ça? Guy Mitokpe, Oui. qui, en tout cas, qui rappelait au président de l'Assemblée nationale qu'en tant que chef de parti, qu'il en sera victime. En tout cas, et la prophétie s'est réalisée. Absolument. Et donc, et beaucoup ont surfé sur cette vague pour se moquer de ce parti. Donc, au communal, après l'échec du communal, des communales plutôt, je pense que Maître Adian Oumbédi a voulu réaffirmer, malgré tout, qu'ils restaient dans leur ligne de conduite, qu'il ne s'agissait pas pour eux de se plaindre outre mesure, mais de travailler en tant que parti pour arriver à boucler ces fameux 10%. D'où l'expression de la remontada, ainsi de suite. Ce n'est pas vis-à-vis du régime et de ces non, ce n'est pas vis-à-vis. Je ne pense pas que vis-à-vis du régime. En fait, c'est un peu comme si beaucoup disent, bon, écoutez, vous vous êtes trompé de chemin, vous êtes quelque peu masochiste et vous vous dites non, j'ai un objectif, j'y crois et j'y arriverai. Voilà, c'est le bon objectif, c'est la bonne trajectoire et puis j'y reste. Voilà. Mais il y a la question de la fusion annoncée par certains observateurs du PRD avec d'autres partis. C'est vrai que le PRD n'a jamais dit jusqu'à présent qu'il entendait le faire. L'université de vacances n'est pas peut-être un cadre très approprié pour le faire non plus. N'est pas sûrement un cadre très approprié pour le faire non plus, mais le parti était très attendu sur cette question. Oui, avant de reprendre à ça. Même si ce n'est pas pour prendre une décision, pour dire nous allons dans tel parti, au moins se prononcer sur l'actualité. Oui, en fait, c'est un peu comme pour dire que, bon, beaucoup ne comprennent pas les tests, les règlements intérieurs de fonctionnement, peut-être des partis politiques et donc du PRD. Oui. Et donc, c'est pour cela que beaucoup ont pensé que c'était une occasion pour le PRD en tout cas de situer l'opinion publique par rapport à sa position à cette fusion. Je crois que ça n'a pas été le cas. Le programme, le chronogramme du PRD, ils ont leur chronogramme, ils ont tout, c'est ça qu'ils ont déroulé. Et donc, ils voudraient déjà dire à ceux qui attendaient cette réaction du PRD que ce n'est pas encore d'actualité chez eux. En fait, c'est la compréhension que j'ai, puisque nous avons fait au sein du PRD des vieux de la politique béninoise qui comprennent les choses, qui sont dans l'action politique béninoise et internationale il y a très longtemps. Et donc, c'est une manière du PRD, peut-être de nous dire, une fois encore, que nous avons de la méthode, nous avons une manière de faire que nous allons toujours respecter, parce que nous ne sommes pas là pour nous laisser distraire, entraîner par... C'est-à-dire l'effet d'entraîne ne nous emporterait pas. C'est ma compréhension. Et pour répondre, je rebondis, si vous le permettez, à l'autre question, la première question que vous avez posée à François-Xavier Noumon. Oui, entre-temps, PRD, quand vous discutez, parole, en tout cas un langage assez incisif, aujourd'hui au gouvernement, il y a qu'on a compris, je dirais, un peu oui, parce que quand vous êtes à l'intérieur, c'est-à-dire autour de la chose, vous comprenez mieux. Vous comprenez mieux. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des l'autre dit qu'à l'extérieur, on est intoxiqué. On est intoxiqué. Oui. Et donc aujourd'hui, le PRD ne pouvait que, en fait, disons depuis toujours, qu'il soutient les actions du président Patrice Talon et de son gouvernement, ne peut que, en fait, changer de langage, que ce que vous discutiez en privé ou en public avec ces hauts responsables, le langage aujourd'hui n'est pas le même puisqu'ils sont au gouvernement et ils sont au contact de la réalité et comprennent ce qui se passe et ils ont une fois encore cerné le contour du gouverner. Parce que gouverner, oui, c'est gouverner autrement, surtout avec nos réalités d'aujourd'hui. Je crois que c'est cela. Et nous sommes en politique, je le dis souvent. Tout à fait. Nous sommes en politique. Mathieu Bokoy, il y a cette question de la fusion. Le parti du Renouveau démocratique, et Agapit Napoléon Maforican l'a dit dans l'élément même que vous avez conçu tout à l'heure et diffusé, que le PRD s'accroche à son passé, veut toujours garder son identité, ses valeurs, etc. Mais on sait qu'après les communales, la question des 10% a été un véritable défi que le PRD n'a pas pu relever. Les législatives de 2023 approchent, la question demeure d'actualité. Est-ce que le parti du Renouveau démocratique, au-delà de la volonté pieuse de pouvoir garder ses valeurs, etc., peut survivre au temps compte tenu des lois actuelles, selon vous? Oui, le PRD peut survivre
Pourquoi pas? Parce que rien ne prouve qu'aucun des autres partis ne peuvent se rallier au PRD. Quand on voit le PRD aujourd'hui, on voit un PRD qui devient de plus en plus restructuré. Et vous avez vu, lorsque vous voyez Maître Adrien Ongbedji, quand il disait son discours, j'ai senti quand même de l'engagement, de l'audace dans son discours. Le plus important, ce qu'il a toujours affiché, mais après, il faut dépasser très bien évidemment. Oui. Et je pense que lorsque vous voyez déjà ces jeunes qui sont très concentrés, qui sont sensibilisés sur la question du concept du hautement social, je pense qu'il y a un défi à relever. Eux-mêmes, ils le savent. 2023 n'est plus loin. C'est pour cela qu'il faut mobiliser sa base. Et cette base-là est en train d'être mobilisée. Le plus important, moi je dis, on ne peut pas tout de suite dire que le PRD ne peut pas relever la barre des 10%. Et en 2023, il faut attendre 2023 pour pouvoir le dire. Mais je sais que quand on voit quand même cette université de vacances qui a été organisée et les têtes de pont qui ont été conviées à cette université de vacances, je crois fermement que la jeunesse se prépare pour atteindre quand même cet objectif-là. Oui, et la question de la suivi se pose avec acuité, François-Xavier Noumon. Et je vous pose la même question. Est-ce que le PRD vraiment peut survivre dans le temps? Est-ce que le PRD peut suivre? J'ai combien d'heures pour développer ce sujet Quelques minutes. Quelques minutes. Non, je pense que le plus important, c'est ce que eux ils croient, pas ce que nous croyons. Mais il y a la réalité. Oui, la réalité. Au-delà de la simple croyance. Je pense que à la différence des autres partis dont on peut questionner voilà l'histoire ou le passé ou les réalisations sur le terrain. Vous l'avez rappelé, le parti du Renouveau démocratique, c'est le parti trentenaire. C'est le parti qui a une histoire solide, une identité farouche, donc, qui est gardien encore d'une certaine façon de faire de la politique. Maintenant, je pense que Maître Adrien Ongbedji est assez pragmatique pour tirer les marrons du feu, pour prendre ses responsabilités quand il le faut. Il a affiché une ligne de conduite depuis 2016 qu'il a toujours su justifier. Maintenant, le plus important pour moi, ce que ce parti vient de démontrer, c'est qu'ils sont encore maîtres de leur agenda et c'est pas l'opinion publique de leur dicter ce qu'ils ont à faire. Ils ont leur agenda en main, donc ils aviseront. Je pense que ils aviseront d'ici là. Voilà. Donc on verra. Je pense que voilà. Je pense et rien ne dit que ils n'étaient pas loin d'être. Bon, ils n'étaient pas loin. Bon, ils ont eu la moitié. Ils ont eu la moitié, 5%. Peut-être qu'ils auront mis doublement. Il faut 3 ans peut suffire pour avoir les 5%. Mais le problème, c'est que d'autres partis naissent. La Nouvelle Alliance, restaure la confiance, n'était pas là. Il y a par exemple. Je vous répéterai que tous ces partis-là ne sont pas des partis trentenaires. Mais c'est des militants qui votent, des électeurs qui votent. Oui, les électeurs ne votent pas toujours l'expérience, ils votent ce qu'on leur propose. Bon, la Nouvelle Alliance et les couleurs du PRD sont une marque de fabrique. C'est un peu comme la limonade que vous buvez allègrement. L'expérience politique. Quoi que vous pensiez du parti, vous reconnaissez le logo en tout cas. Vous êtes d'accord? Que si on met la Nouvelle Alliance, tous ces logos là, si on fait un sondage n'importe où dans ce pays, Choumi et tout ça, tout le monde au moins reconnaît le logo et tout le monde connaît au moins, peut associer ce logo à Adrien Ongbedji, quoi qu'on puisse en dire. Et au Choco. Là, ça au moins on le sait. Maintenant, est-ce que les militants a vu le logo en 2020, mais n'a pas mis son cachet dessus. C'était un premier jet. Et je pense personnellement que on a tiré le son de ces différentes élections et je pense que une élection de cette élection, une élection bien évidemment, mais de 2020, je pense très sincèrement que tel que l'a dit François-Xavier Noumon, c'est la confiance en soi et cette confiance se développe en tout cas au sein du parti du Renouveau démocratique et je pense personnellement qu'il faut quand même attendre 2023 pour pouvoir tirer les conclusions. De toute façon, ils seront gagnants à tous les coups. Ah bon, comment? Oui. Parce que même au sein d'un bloc,
ils vont reprendre la main sur leur base. Ça, c'est clair. De toute façon, on a vu les scores. Ce n'eût été les 10%, ils auraient, D'où la question, pourquoi ils ne auraient, veulent pas aller ils dans auraient un les bloc. commandes D'où la question. de leur base. D'où la question, pourquoi ils ne veulent pas aller dans un bloc? Non, À on peut cause de pas- la base. À cause À de la cause de la base. base. Bon, La base est très jalouse de son identité. le Encore. PSD avait aussi une base, mais le PSD a... Oui, apparemment, la base du PSD, bon, n'est pas très... Ah non, non, non. Très La ancré. base du PSD n'est pas... Voilà. Le PSD qui aujourd'hui n'est pas très nostalgique de ce parti. Ce n'est pas un parti traditionnel et Oui. n'existe presque plus. Bon, très bien. Voilà. Peut-être Oui, le PSD n'est pas très... La base, la base Bon, du, très bien. du PSD Bon. n'est pas très Non, jalouse non, aussi. oui, la base du PSD est un peu très... Pas très jalouse. Oui, oui. Bon, Il très ne bien. faut pas beaucoup pour... Voilà, pour les contenter. Pour les contenter. On va prendre la direction de l'Assemblée nationale, Mathieu Bokor, avec les députés qui ont voté le 5e rapport d'activité du président Louis Vlavonou. Oui, effectivement, c'est à l'unanimité hein, que ce document a été voté. Ce document, le 5e, a été voté par l'ensemble des députés présents. Quelle lecture peut-on faire du vote de ce 5e rapport? On suit cet élément. Le 5e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a été approuvé par ses pairs. Les députés ont adopté à l'unanimité le dit document qui couvre la période allant du 1er avril au 30 septembre 2021. Cet exercice est une exigence de l'article 21 de l'Assemblée nationale. L'article en question stipule que le président de l'Assemblée nationale doit rendre compte de ses activités, de sa gestion, lui fournir toute explication qui lui sont demandées. En votant, le principe est qu'en votant, ils ont donné leur aval. Donc du coup, on peut dire qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Ça veut dire que les députés sont en phase avec le président. C'est le principe. Après, il faut regarder un peu de près. Qu'est-ce qui se passe autour? En réalité, le moment de vote du rapport du président de l'Assemblée nationale, c'est l'un des moments clés de la vie parlementaire. C'est le moment où le président, on ne vote pas que pour le rapport du président, on vote pour les relations du président avec ses collègues. On vote pour le positionnement politique du président face aux grandes questions que le Parlement est appelé à connaître et qu'on connaît. On vote pour le savoir-vivre, le savoir-être du président avec ses collègues. En fait, on vote pour l'ambiance au Parlement. Le vote du rapport du président, sa finalité, son importance, l'enjeu, c'est là. C'est au niveau de l'ambiance, au niveau au sein du Parlement. Et quand tout baigne, on vote. Voilà, Louis Vlavonou qui reçoit encore la confiance de ses pairs. Le 5e rapport d'activité a été voté à l'unanimité. Bon, voilà, le consultant politique le disait tout à l'heure, le vote du rapport d'activité du président de l'Assemblée, c'est une activité clé du fonctionnement du Parlement. On se souvient du passé, on sait que c'était très tendu à l'occasion de ces moments-là. Mais maintenant, les votes passent à l'unanimité et ça suscite beaucoup de réactions, Théodule. Oui, beaucoup de réactions parce que l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique. On se dit que c'est un peu trop facile. C'est un peu trop facile. Bon, mais est-ce qu'on a raison de le dire? Raison de le dire, grand point d'interrogation. Moi, je dis non. Si déjà les députés qui sont à l'Assemblée nationale ils sont au contact de la chose, ils voient un peu comment ça se passe, comment est-ce qu'ils sont gérés par d'abord le président de l'Assemblée, la tête, le premier responsable, et comment est-ce que les choses se passent. Il y en a qui sont, en tout cas tous d'ailleurs, sont actifs. Ils lisent les documents, ils sont au plénière, ils discutent, ils font les débats et ils comparent à ce qui s'était passé. Et je crois que ça ne devrait pas susciter autant de polémiques. Oui, c'est vrai. L'autre chose, c'est-à-dire on se remémore de tout ce qui s'est passé, les élections, c'est-à-dire la qualité de l'Assemblée que nous avons aujourd'hui, puisque certains pensent qu'il n'y a pas véritablement d'opposition à l'Assemblée. Et donc voilà, ce sont les mêmes qui, en tout cas, donnent le quitus au président de l'Assemblée nationale qui serait des leurs. Les gens n'ont pas compris que là-bas, c'est d'autres réalités, c'est des confrontations, c'est des débats, c'est des discussions. Et personne ne veut, bien qu'il soit deux blocs, personne ne veut se faire du cadeau, à moins qu'on discute véritablement de l'intérêt du peuple béninois. Et donc je pense que aujourd'hui, les gens ont compris, peut-être demain, le prochain rapport
peut ne pas être plébiscité, comme ça a été le cas. Je crois qu'ils sont au cœur de l'action. C'est à eux de décider, et c'est leur compréhension. Est-ce que l'activité parlementaire serait devenue un peu trop banale, François Avionnement? Un peu trop banal, non, ce n'est jamais banal, puisque... Un peu trop facile alors? Non, pas trop facile, on n'est pas à la place des députés. Oui. Dans une approche comparative, c'est moins bouillant. C'est moins bouillant, certainement. Peut-être que il faut dire que beaucoup de débats ne nous sont pas médiatisés, montrés. Bon, médiatisés, oui, puisqu'on en parle, mais seulement que nous n'avons pas la teneur de l'intégralité de tous les débats. De tous les débats. Donc, nous même si tout passe sur Radio Hémicycle, à Porto-Novo, voilà. Combien de capteurs? Justement, voilà. c'est ça. Donc, nous n'avons pas la teneur des débats, surtout les débats les plus houleux, qui pourraient porter, des débats qui pourrait susciter des réactions antagonistes ou bien où on serait pour lesquelles on serait intéressé d'avoir la position des députés. Par exemple, la dernière loi qui a suscité tout un tollé, la loi sur l'avortement. Bon, pas un tollé, un débat animé certes, mais un débat quand même. Donc non, je pense que peut-être dans la teneur des débats, il y a peut-être une différence. Il y a, peut-être qu'on est en manque de sensationnel. Je vais dire, on est en manque d'invective. On sait que ce Parlement a failli se transformer plusieurs fois en ring de boxe. On a dans l'imaginaire collectif des moments épiques, en tout cas au sein de l'hémicycle. Aujourd'hui, disons que c'est une nouvelle ère. C'est en même temps, on expérimente quelque chose de nouveau dans notre pays avec la réforme du système partisan. Aujourd'hui, nous avons des députés peut-être plus concentrés. Je ne dirais pas que les autres balbutiaient leur travail, mais je pense que on a affaire à une Assemblée nationale peut-être plus studieuse, qui est peut-être plus concentré sur l'essentiel que sur les à côté. Maintenant, pour le débat public, il est important que nous puissions avoir des images, en plus des sons, parce qu'au final, les députés doivent être comptables de ce qu'ils votent au Parlement, et ils doivent avoir le courage en tout cas, et ça c'est une décision peut-être, je ne sais pas, j'ai pas lu le rapport, le bilan du président de l'Assemblée nationale. Peut-être que cette question va revenir sur le tapis, mais le concernant, c'est une personnalité, on va dire, ronde sur toutes les formes, qui ne fait pas de vagues, qui va à l'essentiel. On va dire l'une des rares fois où on l'a vu sortir de sa coquille, ou bien en tout cas du cadre que lui-même s'est fixé, c'est sur cette question de l'avortement. Là, vous parlez du président de l'Assemblée. De l'Assemblée nationale, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Tout à fait. Maintenant, est-ce que sa communication autour de ce sujet a été la bonne? On peut en douter, mais visiblement, les députés, ses collègues sont très contents et très satisfaits de son bilan, comme les dernières années. Donc c'est un satisfecit pour lui. Maintenant, il a encore 2 ans, je crois, 2 ans pour présider à cette Assemblée nationale. Et voilà, on verra bien si nous demandons, en tout cas surtout des médias, d'avoir accès comme avant à ces débats-là seront satisfaites. Donc nous, sur ce point, même si ce n'est pas nous qui votons, nous ne voterons pas à l'unanimité. Il y a quelques bémols quand même. Parce que nous avons besoin d'images, nous avons besoin et c'est important parce que on peut relier chaque député à une loi. C'est important pour l'opinion publique, et après c'est une question de justice. Je pense que nous devons pouvoir avoir accès au débat parlementaire. Oui, je crois que si effectivement
on donnait l'occasion aux Béninois de suivre un peu les débats parlementaires, un peu comment ça se discute et tout. Je crois que ça changerait un peu cette idée que les gens ont de l'Assemblée, une Assemblée monocolore, etc. et tout. Parce que les gens verront qu'il y a véritablement un débat qui se mène à l'intérieur. Les points de vue qui sont divergents, mais qu'on arrive quand même à trouver un consensus qui vaille pour tout le monde. Je crois que c'est important. Le consultant politique l'a dit plusieurs fois dans la chronique politique et même au cours du décryptage, qu'il fallait en arriver là. Ça nous manque. Ça nous manque véritablement, ça manque au peuple béninois, ça manque aussi aux hommes des médias pour apprécier la qualité du débat qui est mené. Et donc il va falloir que les services de l'Assemblée nationale veillent à cela. Et là, ça changerait beaucoup avant 2023. C'est ça. Mathieu Bokor, donc du coup, l'Assemblée n'est pas un peu trop disciplinée alors? L'Assemblée, pas trop disciplinée, moi je ne sais pas cette question, mais je pense personnellement qu'au-delà de tout, il faut qu'on reconnaisse quelque chose. Louis Vlavonou est quelqu'un qui a un sens de management. Et vous savez comment réunir une équipe, on le sait. Et il a quand même ce sens d'engagement à pouvoir réunir ses pairs. Et lorsque vous regardez cette Assemblée nationale, dans le rapport, il est noté qu'il n'y a pas eu trop d'absentéisme des députés, alors que l'autre fois, vous voyez, au cours des mandatures ou des législatures précédentes, vous voyez des députés qui ne viennent même pas à l'Assemblée, alors que tant que vous ne venez pas, vous ne pouvez pas maîtriser le dossier. Donc, il y a une gestion participative, et tant qu'il y a déjà une gestion participative et que déjà, au cours de ce rapport d'activité, il n'est plus question de pouvoir trop faire de débat parce que vous avez compris, vous comprendrez déjà ce qui s'y trouve et le vote se fait pas trop facilement, mais le vote se fait quand même de façon consensuelle. C'est ça. Voilà. Alors, on va rester avec vous, Mathieu Bokor, pour dire, et ça tout le monde le sait déjà, que pour désormais bénéficier des services de l'administration publique, il faut avoir son pass vaccinal et la question continue toujours d'être au cœur de l'actualité. Oui, en tout cas, chaque responsable veille au grain en ce qui concerne cette décision du Conseil des ministres du 20 octobre 2021. Vous savez, on a fait un tour dans les différentes administrations publiques. Voici ce que nous avons recueilli avec les appréciations des citoyens et les avis de quelques responsables. Les chiffres liés à la COVID-19 grimpent au quotidien et en tant que garant de la sécurité sanitaire de sa population, le gouvernement prend les mesures fortes pour limiter les dégâts. Le mercredi 20 octobre 2021, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement s'explique à la sortie du Conseil des ministres. Au regard de ces chiffres, il est évident que le taux de couverture vaccinale n'est pas appréciable au point d'envisager la levée des mesures de restriction prises le 1er septembre 2021. Car c'est l'atteinte d'une couverture vaccinale satisfaisante contre la COVID-19 qui favorisera la reprise de toutes les activités économiques et le retour progressif à une vie normale sans exposer la grande masse à la contamination. C'est pourquoi le Conseil invite les populations à ne pas hésiter à se rendre sur les lieux de prise en charge, la disponibilité des vaccins étant garantie. Rappel que la vaccination contre la COVID-19 est obligatoire pour tout le personnel médical, paramédical, pharmacien, aide-soignant, ainsi que le personnel administratif des formations sanitaires publiques et privées et le personnel des officines pharmaceutiques. Décide de conditionner l'accès à tous les services publics, y compris dans les collectivités territoriales, à la présentation d'une preuve de vaccination ou d'un résultat PCR datant de moins de 48 heures. Le pass vaccinal s'impose à tous avant toute entrée dans les administrations publiques. Dans tous les cas, en semaine, les prescriptions données sont respectées. Vous-même, vous êtes en train de faire votre travail pour montrer que les gens, on attend. Il n'y a pas l'autorisation d'entrer sans avoir fait vaccination. Donc, nous sommes obligés de faire vaccination avant de rentrer. Je suis allé remplir les fiches pour pouvoir me faire vacciner, pour pouvoir régler les pannes qui sont dans les bureaux. C'est la fiche qui montre que tu voulais te vacciner. Et on signe la fiche aussi également. Chaque autorité à divers niveaux veille au grain.
Pour ce que je peux dire du contrôle du pass vaccinal, je sais que le portail est fermé hermétiquement et l'entrée est subordonnée à la présentation du pass. Et c'est ce qui se fait depuis la date du 25 octobre. Donc ça va se poursuivre ainsi. Il y en a toujours qui pensent que la vaccination c'est pour leur faire du mal, alors que c'est tout à fait le contraire. Ça les protège et ça leur évite la forme grave de la maladie. Donc les encourager à aller se faire vacciner dans les centres qui sont prévus, notamment le centre de l'hôpital de zone et le centre de santé de Kota, qui sont disponibles pour accompagner l'opération de vaccination. Au regard donc des chiffres qui grimpent au quotidien concernant la Covid-19, le gouvernement prend ses responsabilités. Les responsables des différentes administrations veillent au grain. Pas d'accès dans les administrations publiques sans passe vaccinal. Et certains estiment que ce fait, c'est une dictature qui ne dit pas son nom et qu'on empêche les citoyens d'être libres de décider de se faire vacciner ou pas. François Xavier, est-ce qu'ils n'ont pas raison? On pourrait opposer à ce que ces citoyens-là pourraient dire que le gouvernement, lui, n'a pas la liberté de laisser mourir ses concitoyens. Donc, c'est une question de responsabilité. La liberté n'est pas, on va dire, la liberté. Le libertinage. Chaque citoyen, encore, en tout cas, on peut être heureux que sous nos cieux, nous ayons la liberté de parole, d'aller et venir. Mais évidemment, le gouvernement l'État a un rôle, de protection, a un rôle d'anticiper ce qui pourrait arriver de fâcheux à ses concitoyens. C'est une affaire de responsabilité importante que le gouvernement a pris de façon prompte, de façon décisive. Donc évidemment, ça ne fait plaisir à personne d'être restreint un peu dans ses convictions et dans ses degrés de liberté. Mais encore une fois, nous avons conféré à l'État le pouvoir de prendre ces décisions à notre place pour nous protéger encore une fois. Et maintenant, il n'est pas dit que toutes ces décisions sont censées nous plaire ou nous faire plaisir. Donc, je pense encore une fois que si le gouvernement, et surtout si le gouvernement a été obligé d'en arriver là, c'est que quelque peu nous avons une très haute idée de notre liberté. Donc notre liberté ne doit pas mettre en danger évidemment la liberté des autres, parce que si par notre faute, et là il ne s'agit pas de culpabiliser les citoyens, mais si par notre faute, consciemment ou inconsciemment, nos congénères atterrissent à l'ADA dans un état critique, c'est quelque peu nous avons mis en danger leur liberté, et mieux nous les condamnons à un sort des moins reluisants s'ils s'en sortent. Donc voilà, donc je pense qu'à un moment un État doit pouvoir taper du poing sur la table, et c'était le plus simple, parce que les services publics, un État est d'abord là pour offrir des services publics à ses concitoyens. Donc c'était le cadre le plus sain, le plus logique. Si c'est le contrat social qui nous lie, maintenant, pour exercer cette responsabilité qu'on a conférée à l'État, il allait de soi qu'on aille de ce côté-là. Donc évidemment, je pense que pour que la société soit harmonieuse, nous sommes amenés d'une manière ou d'une autre à concéder un peu de nos droits, de notre liberté, pour pouvoir assurer une cohésion collective et pour pouvoir garantir la sécurité des uns et des autres. Théodule, certains estiment que c'est vrai, il faut inviter les gens à se faire vacciner, mais pas pour les contraintes vu notre contexte et notre situation sanitaire liée à la Covid. Le Bénin jusqu'à présent n'a pas eu encore 200 morts officiellement pour cette maladie, et les gens estiment qu'il n'y a pas encore véritablement péril à la demeure pour qu'on oblige les gens, mais qu'on aurait peut-être pu s'en tenir aux simples recommandations, aux simples suggestions de se faire vacciner. Les Béninois sont libres d'interpréter, en tout cas à leur manière, à leur convenance, à leur compréhension, les décisions prises par le gouvernement. C'est au gouvernement de prendre ses responsabilités, parce qu'il est garant
de la sécurité, de la santé publique, de la sécurité publique. Et donc, l'État aujourd'hui a pris ses responsabilités. Et voilà. Tout simplement, moi, j'évite beaucoup de faire ce débat. Je dis tout simplement, vaccinons-nous. Ne nous laissons pas entraîner dans ces polémiques qui n'ont pas leur raison d'être. Je me souviens quand on était tout petit, il y avait la vaccination. Et c'était par pistolet, piaf, c'est-à-dire vous recevez votre dose. C'était un peu ça. Oui. Alors donc aujourd'hui, le monde a évolué. C'est un peu plus doux. C'est un peu plus. En fait, je ne dirais pas que c'est un peu plus doux. Mais au fait, ça a évolué. Ça a évolué. Avant, ça laissait des traces. Chacun a cette trace de cette vaccination-là un peu partout. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus moderne. Et avec la nouvelle technologie, l'évolution de la technologie, on commente et tout. L'aiguille n'a pas changé. Bon, l'aiguille n'a pas changé, mais c'était un pistolet. Il n'y avait pas d'aiguille. C'était pour automatiser le jet de l'aiguille. En fait, c'était pour dire que ça se faisait. En fait, ce n'est pas... On n'a pas inventé. Donc, il faut se faire vacciner le reste. Chacun se sentira à l'aise. Eh bien, que pensez-vous, vous, qui nous suivez, de ces différents sujets liés, par exemple, à l'actualité? On a parlé déjà du PRD, on a parlé du vote du rapport du président de l'Assemblée nationale. On vient de parler du pass vaccinal. Écrivez-nous, le numéro est sur votre écran. Dites-nous ce que vous en pensez. Il y a, par exemple, un téléspectateur qui nous a envoyé un message. Il disait, et tout à l'heure, on va y revenir d'ailleurs, il dit « Bonjour le plateau, juste pour vous dire qu'il n'y a pas de parlement affairiste. » Et ça, je ne sais pas qui met dans affairiste. La rupture est passée par là. C'est Max Gojo qui nous a envoyé ce message. Eh bien, on va parler sport. Mathieu Bocor avec Michel Dussuyer, le sélectionneur national, qui a convoqué 25 joueurs pour les 2 matchs comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2022. Et il faut dire que Jodel Dossou est de la partie quelques semaines après sa suspension. Justement, la liste a été dévoilée ce mardi 2 novembre 2021. Retour sur la conférence de presse du sélectionneur Michel Dussuyer et les avis des journalistes sportifs sur cette convocation de Jodel Dossou. En prélude au match comptant pour les 5e journée et 6e journée des éliminatoires du Mondial 2022 face respectivement au Barrea de Madagascar et au Léopard de RDC les 11 et 14 novembre 2021, le sélectionneur a dévoilé la liste des écureuils retenus. Comme gardien, Saturnin Alakbe, Marcel Dangenou et Batori Douyeme. Défenseur avec Khaled Adenon, Moïse Adileou, Youssouf Assogba. Samadou Bourou, Milvin Doremus, David Kiki, Cédric Kontonji, Johan Roche et Olivier Verdon. Au milieu, Jordan Adeoti, Matteo Alinvi, Cécile Almeida, Rodrigue Kossi, Junior Oletan, Anan Tidjani. Les attaquants, Jodel Dossou, Chabel Gomez, Marcelin Coupeau, Steve Mounier, Michael Poté, Désiré Sekbeazangpo et Sebio Soukou. C'est une liste, ma foi, sans commentaire, parce qu'il a appelé ceux que nous avons comme les meilleurs. On n'a pas plus. Ceux qu'il a appelés, ce sont ceux-là qui peuvent faire le job. Ceux qu'on a déjà vus, ceux qui sont confirmés, on va dire en quelque sorte, qu'ils maîtrisent. Donc pour un enjeu comme ça, il n'y a pas de place pour les tests, il n'y a pas de place pour les amusements. Donc c'est une liste normale et logique, c'est une liste sans commentaire. Au nombre des joueurs retenus, Jodel Dossou, écarté de la sélection à la veille du match contre la Tanzanie. Il a commis une erreur, il a commis une faute. Son comportement depuis quelque temps et son attitude n'étaient pas forcément les bonnes. Aujourd'hui, j'espère qu'il saura tirer les leçons de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'il a vécu, pour revenir dans le groupe et se mettre au service du groupe, au service de l'équipe et au service de son pays. Donc c'est quelque chose qui maintenant lui appartient. Il s'agit aussi pour lui de se réhabiliter aux yeux du public béninois par son comportement en dehors du terrain et son comportement sur le terrain.
Jodel, c'est un joueur de qualité exceptionnelle sur le terrain. Donc sa suspension d'ailleurs, je vais dire son exclusion pour le match précédent, a pesé sur l'équipe. Parce que c'est un joueur de qualité différente, je l'ai dit tout à l'heure. Il est individuel comme collectif. S'il se met au service des autres, ça donne quelque chose. Jodel Dossou dans ce groupe, je crois que ça va d'une manière ou d'une autre, ou bien certainement apporter quelque chose, un plus. On l'a vu même pour le dernier match de Clermont face au Marseille, quand ils étaient en difficulté, puisque l'entraîneur a voulu réserver ses meilleurs joueurs, dont Jodel Dossou en fait partie. À un moment donné, quand il s'est trouvé en difficulté, il a dû ramener les joueurs sur le terrain, dont Jodel Dossou bien entendu. Michel Ducier a le dos au mur, il faut le dire. Ça, c'est une réalité. S'il n'avait pas le dos au mur, il n'y a aucune raison pour convoquer Jodel Dossou. Il a le dos au mur. L'objectif est immense. L'enjeu est de taille. On a 2 matchs où il faut forcément prendre au moins 4 points. Jodel Dossou a un défi à relever, convaincre encore le peuple béninois. Justement. Au-delà de Jodel Dossou, est-ce que l'équipe nationale peut vraiment relever les prochains défis? Le prochain match, c'est face à Madagascar. Théodule. Oui, je crois, parlant d'ailleurs de Jodel Dossou, je ne sais pas pourquoi ça a créé tant de commentaires, la suspension de Jodel Dossou. S'il y a un joueur qui s'est mal comporté, eh bien ça se fait dans les autres pays. Jodel Dossou, s'il sait qu'il est, en tout cas, il est un joueur de qualité, qu'il a quelque chose à vendre, c'est d'abord la discipline, quel que soit ce que vous faites. Donc, je crois que on n'avait pas besoin d'amplifier la suspension de Jodel Dossou. Et j'ai entendu les collègues dire que son absence a pesé sur l'équipe. Je dis non. C'est ceux qui sont sur le terrain voulaient se faire valoir. Et donc, ce qui devrait arriver, arriva. Donc, on assume. Et donc, moi, je pense que pour la suite, l'équipe, les écureuils ont en tout cas la capacité. Je dis une fois encore, capacité de relever ces défis. De gagner, oui, c'est deux matchs, au moins le match à domicile contre le Madagascar. Et oui, on a des potentiels. Je n'ai pas rien au sélectionneur. Il y a un problème de lecture technique du match qui se pose et il va falloir qu'on fasse véritablement un travail dans ce sens. Faire les mutations, les changements techniques à temps pour donner du souffle à l'équipe. Parce qu'à un moment donné... Vous avez un footballeur en face. Voilà un joueur de l'équipe nationale raté. François Xavier Noumon, justement, face à cette question de votre petite expérience en football, est-ce que l'équipe nationale peut vraiment faire l'affaire? Je pense qu'ils ont, face à ce même Madagascar, ils sont allés gagner à l'extérieur sans Jodel Dossou. Donc, est-ce que l'équipe peut concrètement battre Madagascar? Je vais répondre par... de façon, comment on appelle, expérimentale. Ils l'ont déjà fait une fois, donc ils peuvent le refaire la seconde fois. Maintenant, il ne faut pas tomber dans le piège du retour de Jodel Dossou. Oh là là, Jodel Dossou. J'espère que psychologiquement, j'espère que cette équipe a un préparateur mental, parce qu'il ne faut pas que le joueur s'enferme dans un manteau de sauveur, parce que ça ne va pas marcher. Moi, je ne pense pas, ces derniers matchs à domicile, je ne pense pas vraiment que ce soit un problème tactique ou technique, mais je pense que le stade de l'amitié commence par jouer à domicile, commence par crisper les joueurs, parce que techniquement, concrètement, on les voit plus libérés à l'extérieur que chez eux. Donc peut-être que qui fait ça, je ne sais pas. Peut-être que quand vous voyez le comportement du public la dernière fois à la sortie du match, ça n'aide pas évidemment. Ça n'aide pas l'équipe nationale. Ça n'aide pas l'équipe nationale. Donc je pense qu'il est anormal que les joueurs puissent, que l'équipe des écureuils puisse jouer crispé chez eux et libéré à l'extérieur. Donc ça, c'est le travail du préparateur mental et de l'encadrement de l'équipe nationale. Très bien. Dans quelques minutes, nous aurons l'entretien de ce dimanche. On l'a dit, on va parler
de ce travail un peu particulier, peut-être le travail de sexe, mais au-delà, nos pratiques, les questions de changement social. C'est l'entretien de ce dimanche avec notre invité, docteur Moïdé Maoussi Théodore, qui est docteur en sociologie, anthropologie et spécialiste des questions de changement social. Il sera votre invité, François Xavier. Oui, avec lui, nous allons revenir sur ce phénomène, en tout cas, avoir une photographie exacte de ce travail-là, en tout cas de cette réalité sociale, mais surtout questionner un peu le rôle de l'État. D'ailleurs, l'entretien, c'est l'État, les mœurs et nous. Est-ce que jusqu'où l'État peut, disons, réguler les mœurs? Est-ce qu'il y a une limite à l'action de l'État? Est-ce que c'est le rôle de l'État de dire le bien et le mal? Voilà, c'est cela que nous allons questionner. Merci infiniment à vous, François-Xavier Noumon. Nous allons vous permettre de rejoindre notre invité dans le plateau de l'entretien. Quant à vous, Théodule Moussa, vous revenez à l'antenne à 12h30. Exactement. Et puis, on vous retrouvera, Mathieu Boko, avec l'ensemble de l'équipe à 13h50 pour débriefer cette matinée. Je vous souhaite donc un petit repos, d'ailleurs, en attendant. On va libérer l'antenne à François-Xavier Noumon, à l'invité. À tout de suite.